Bonjour, bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré à la facturation électronique. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien, que vous voyez également bien mon écran. Normalement, il est partagé. Si jamais ce n'est pas le cas, faites-nous un petit signe dans le chat qui est en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous en faire part. Bon, je pense que ça a l'air bon. Donc, bienvenue de nouveau à cette présentation autour des enjeux de la dématérialisation des factures. Je me présente, je suis Bruno Grange, je suis Product Manager chez Talencia. Je suis en charge des produits de la gamme Finance et aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Laurent et Jean-Luc. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre de tel que De vous êtes la affiché à l'écran. présentation, pas de Voilà. souci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Nicolas Turpin. Je suis en charge des relations partenaires stratégiques avec les éditeurs de logiciels. Je travaille chez Esker, qui est une plateforme cloud globale de traitement des flux de factures de manière dématérialisée, entre autres. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Laurent Deneuve, donc je suis consultant avant-vente finance chez Talentia. Et Jean-Luc, on va te laisser te présenter. Bon. Voilà, en activant mon micro, ce sera mieux. Je vous prie de m'excuser. Je m'appelle Jean-Luc Dubigeon, je suis Key Account Manager et mon job est d'accompagner les directions financières des ETI dans leur réflexion sur l'évolution de leur système d'information financier. Merci messieurs. Allez, on passe à la présentation. Avant de commencer, quelques petites explications pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. On espère qu'elles sont nombreuses, ça veut dire que ça suscite de l'intérêt. Alors faites-le également dans le chat s'il vous plaît. On prendra un temps à la fin de ce webinaire. On prendra à peu près 10 minutes pour y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions. Si toutefois on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas le temps de le faire en live, on prendra le temps de le faire après. Également, vous recevrez la présentation à l'issue du webinaire, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. On va également poser quelques questions lors de la présentation. En fait, un sondage. Merci autant que possible de répondre à ces questions. Ça nous aide toujours à affiner notre compréhension de vos besoins. Donc vraiment, l'objectif, c'est derrière de mieux vous accompagner, mieux vous servir. Donc, merci d'avance de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre à ces questions. Et sans plus attendre l'ordre du jour, alors on va revenir sur quelque chose qui vous interroge certainement, puisque vous avez certainement pris connaissance du report de la date de mise en œuvre de la facturation électronique. On avait un calendrier qui était fixé depuis quelque temps, avec un démarrage pour toutes les entreprises au 1er juillet 2024. Ce calendrier est chamboulé. On sait il n'est plus d'actualité et que la DGFiP travaille sur un nouveau calendrier. On va en dire un petit peu plus juste après. En deuxième partie, on va revenir sur les possibilités offertes par la réforme. On va revenir un petit peu sur la réforme et puis sur tout ce qu'apporte l'offre Talentia dans le cadre de cette réforme et de la dématérialisation d'une manière générale. Ensuite, Laurent nous fera une présentation de la solution, alors une démonstration live, et puis on terminera par Jean-Luc qui nous fera un retour sur ce que disent les DAF. Alors, sur le report de la date d'entrée en vigueur et les impacts, eh bien écoute, je vais te laisser commencer, Nicolas. Je pense que tu as quelques mots à nous dire. Très bien. Effectivement, le sujet du webinaire ne pouvait pas être mieux choisi puisque c'est bien une question de temporalité qui nous anime. En tout cas, quand les invitations ont été envoyées, on n'a été absolument pas informé d'un éventuel report. Et puis la date du 28 juillet est arrivée et on a eu cette annonce par communiqué de presse de la DGFiP d'une volonté de report. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a absolument aucune information officielle. C'est un projet qui sera déposé avec le futur projet de loi de finances, c'est-à-dire début octobre, sachant qu'entre-temps, il y a déjà eu des ateliers qui ont eu lieu entre la DGFiP et un certain nombre de parties prenantes, les entreprises, le monde de la comptabilité notamment, les acteurs de la démat évidemment aussi.
pour évoquer ce souhait de report de la réforme pour une première raison qui est complètement évidente, c'est que le portail public n'est techniquement pas prêt. Et s'il n'est pas prêt, c'est parce que la complexité finalement du périmètre de la réforme nécessite également des ajustements de leur côté. Et c'est la première raison pour laquelle, effectivement, la DGFiP souhaite un report. Alors, comme je le disais, hein, c'est une intention, pour le moment rien d'officiel. Pourquoi? Parce que de part et d'autre, il y a des acteurs qui se mobilisent pour un report plus court, d'autres pour un report un peu plus long. Dans tous les cas de figure, en fait, ce temps-là, il est vraiment fait pour donner du temps à chacun des acteurs et des parties prenantes pour pouvoir mettre en place cette réforme. Et donc, le timing est, nous on le suit de très près évidemment, le timing est très serré. Il y a déjà début octobre une présentation qui sera faite au MEDEF et à la CGPME, en même temps, enfin juste avant le dépôt de projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, on en aura un peu de visibilité d'ici fin d'année, novembre ou décembre, et donc on aura la visibilité exacte sur le nouveau planning. Et puis, parmi les raisons effectivement de ce report, effectivement, il y a la complexité des cas d'usage qui finalement existait déjà, mais n'avait pas l'impact de la digitalisation, donc c'est un facteur supplémentaire et qu'il faut intégrer dans le format type et notamment dans les interactions avec le portail public de facturation. Donc, différentes choses qui se mettent en place, différentes hypothèses probablement aussi. Nous, on imagine, et à l'image de ce qu'ont pu faire les Allemands notamment, que la considération de l'e-reporting, qui, je rappelle pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent notamment, que le e-reporting correspond aux transactions B2C et transactions B2B internationales. Donc globalement, en fait, les déclarations de TVA que vous n'aurez plus à faire par la suite, puisqu'elles seront traitées par agrégation, notamment par des acteurs type d'IPDP, l'e-reporting est effectivement un des sujets de complexité que doit adresser la DGFiP et l'AIFE. Et c'est pour la raison pour laquelle les Allemands, par exemple, ont décidé de traiter l'e-invoicing, c'est-à-dire la facturation B2B, dans un premier temps, l'e-reporting dans un deuxième temps. Mais c'est une hypothèse, donc là encore, on en saura plus dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Voilà. En réactivant mon micro, c'est mieux. Et merci Nicolas. Et si on a un message à faire passer, c'est maintenons le rythme, puisqu'on est sur. Alors certes, ce report doit être vu comme quelque chose de positif, parce que sur une réforme aussi ambitieuse que celle-là, c'est vrai que le timing était quand même assez serré. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Nicolas, hein, toutes ces raisons. Malgré tout, on a quand même une belle dynamique qui a été enclenchée. On le voit parce qu'on est de plus en plus sollicité. Vous nous sollicitez de plus en plus. D'une manière générale, c'est vrai que le marché est vraiment rentré dans pleinement la volonté de comprendre cette réforme et de se l'approprier parce qu'on voit aussi tous les avantages qu'on peut en tirer. Donc surtout, ne cassons pas cette dynamique, bien évidemment. On verra aussi le nouveau calendrier tel qu'il sera annoncé. Et donc profitons plutôt de ce temps supplémentaire qui nous sera alloué à tous, hein, aussi bien entreprises qu'éditeurs que PDP, etc., pour finalement mieux se préparer, prendre le temps, pourquoi pas, de revoir les process s'ils ne sont pas, s'ils sont pas, si ce ne sont pas des process les plus optimaux qui soient. Voilà, revoyons tout ça, puisque l'enjeu, certes, il est réglementaire. Cet enjeu réglementaire, il est majeur. On a une contrainte là-dessus, mais peut-être qu'il faut le réfléchir plus globalement et pour finalement transformer cette contrainte en opportunité, c'est peut-être refondre des process financiers, parce que sinon on risque d'avoir des entreprises qui se sont pleinement appropriées cette réforme et qui ont pleinement digitalisé leurs process, qui vont profiter donc de ce gain de productivité versus des entreprises qui, si elles n'ont pas bien pris ce virage-là, vont continuer avec des process manuels, donc contraignants, donc coûteux, et donc un risque peut-être de désavantage compétitif. Donc profitons-en vraiment pour remettre à plat tous les process.
Voilà, on parle de modernisation de la fonction finance, donc repensons la gestion des dépenses, de l'expression des besoins jusqu'à l'émission des commandes et jusqu'à, pourquoi pas, la réalisation de tableaux de bord et un suivi de la performance achat d'une manière générale. Voilà, puis évidemment aussi, évitons ce goulet d'étranglement qu'on redoute tous, plus la mise en œuvre, heu, la date d'arrivée de la réforme va s'approcher, heu, plus on sait qu'on a un risque de goulet d'étranglement. Donc évitons ça au maximum, Et mettons-nous à l'abri dès que possible. Oui. pour faire le lien, excuse-moi Bruno, avec la question du timing entre le soyons prêts et ne soyons pas prêts. Pour rappel, l'échéance principale, c'était 1er juillet 2024, avec une obligation de réception des factures au format électronique pour l'ensemble des entreprises françaises et d'émission pour les grandes entreprises. Il faut savoir qu'à date, 75% des grandes entreprises se sont déclarées prêtes pour entrer dans la réforme. Et donc, le côté vers vide, vers plein, 25% des grandes entreprises ne sont pas encore prêtes, pardon. Et donc, elles ont un travail, effectivement, de mise en conformité. Et c'est ce temps qui leur est donné par l'administration fiscale. On parle de potentiellement 18 mois, puisque le projet qui a été présenté parle d'une mise en œuvre du PPF, portail public de facturation, je me répète, mais pour être sûr, en 2024, et ensuite mise en œuvre de la phase de test et un pilote élargi par rapport au pilote initial qui était sur janvier 2024 pour l'année 2025. Voilà ce que je voulais dire en M complément. Merci pour, ces précisions. On passe à la suite pour, un retour sur les possibilités offertes par la réforme et l'offre Talentia. Alors l'offre Talentia, on en a déjà on l'a déjà évoqué, mais on veut toujours en dire beaucoup, vous donner un maximum de fonctionnalités. Là, on avait envie de reprendre un petit peu de hauteur et pour, commencer à reprendre un petit peu de hauteur, déjà expliquer les différents acteurs qui seront, hem, qui sont concernés par cette réforme et là, Nicolas, je te laisse prendre le relais. Merci. Du coup, effectivement, si on repart, hein, du scope de la réforme et du fameux schéma en Y que certains d'entre vous ont pu découvrir ou appréhender, la première démarche, entre guillemets, naturelle, c'est de se dire, bah, écoutez, je vais aller directement sur le PPF pour aller y poster mes factures ou pour aller les récupérer. C'est un réflexe naturel. Oui, en apparence, c'est une bonne solution. En tout cas, dans une démarche exclusive de conformité à la réglementation, c'est-à-dire, quand je dis exclusive, c'est-à-dire pas forcément de recherche de gains en termes de processus et de retour sur investissement par rapport à la démarche. Mais en fait, finalement, c'est une fausse bonne réponse parce que passer par le PPF, bah, c'est une démarche qui est entièrement manuelle et c'est la solution qui amène du coup le plus de complexité et de coûts cachés. Pourquoi? Parce que il y a un investissement technique et humain. Le PPF va se mettre en place, vous le voyez aujourd'hui, il y a certaines complexités qui amènent des latences et un report. Et demain, du coup, quand une entreprise passera par le PPF, eh ben, fatalement, elle devra gérer toutes les problématiques, notamment de mise à jour de l'annuaire, d'ajout de cas d'usage, et cetera, et cetera. Et ces éléments d'investissement technique et humain, elle devra les prendre en charge toute seule. Et en parallèle, elle devra elle aussi prendre la responsabilité en fait de cette gestion dématérialisée des factures selon les règles de conformité. Et si elle ne s'y conforme pas, ben, je crois que vous connaissez la règle, elle s'expose à des amendes et du coup effectivement une visibilité de la part de l'administration fiscale en vue d'un potentiel ou éventuel contrôle fiscal. Euh, Donc finalement, cette approche sur le portail public de facturation, c'est finalement la démarche la plus manuelle, donc la plus énergivore, tant sur l'exploitation au quotidien que sur le suivi de la gestion de cette plateforme elle-même. Et puis malheureusement, pas de valeur ajoutée métier, pas non plus d'archivage au sens légal du terme, tel qu'il pourrait être demandé dans le cadre d'un audit fiscal. Bon, c'est la solution sans valeur ajoutée clairement, et c'est potentiellement une solution qui peut coûter cher. Du coup, si on compare avec le choix qu'a fait Talentia au travers de la solution Esker, qui est candidate et immatriculée PDP. Pour information d'ailleurs, dans les retours qu'on a eus de la part de l'administration fiscale, il y a une vingtaine
d'acteurs de dématérialisation qui ont aujourd'hui présenté un dossier de candidature et le retour de l'administration fiscale est attendu pour le premier trimestre de l'année prochaine sur ces 20 dossiers de candidature, donc dont évidemment fait partie Esker. Les avantages de passer par une solution PDP, ils sont clairement en fait liés à la conformité elle-même, mais également, j'ai envie de dire, au fait de pouvoir bénéficier d'un service de dématérialisation qui amène des bénéfices sur le plan rentabilité et retour sur investissement. De par effectivement les exigences de l'État, la solution est immatriculée et donc certifiée par l'État. La responsabilité, je parlais du côté amende notamment et erreur éventuellement ou omission dans le libellé des factures, sont de la responsabilité du PDP qui fait le premier jeu de contrôle avant l'émission des factures et l'entrée des factures dans un jeu de gestion des cycles de vie avec les statuts. Le PDP, pour pouvoir être immatriculé, a besoin de présenter un dossier confirmant qu'il bénéficie de la certification de sécurité ISO 27001 et d'un hébergement, on va dire souverain, c'est-à-dire soit effectivement au travers de la norme SecNum Cloud, ou bien un hébergement qui se fera au travers d'infrastructures propres et en France. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, évidemment, l'assurance de la maintenabilité et de l'évolution. Il faut savoir que, de par les problématiques que j'évoquais en comparaison avec le PPF, Esker a mis en place une équipe dédiée à la conformité au niveau international, et donc évidemment y compris la France, pour pouvoir gérer cette maintenabilité, ces mises à jour. Pour vous donner un exemple, sur la mise en œuvre de Chorus Pro en 2019, on a vécu une quarantaine de mises à jour notables qui ont nécessité des développements complémentaires pour pouvoir assurer cette maintenabilité dans le temps. Autre avantage, j'ai envie de dire d'une manière globale pour l'ensemble des PDP, c'est de pouvoir recevoir l'intégralité des flux, l'intégralité des formats de flux notamment. Et donc, potentiellement, par rapport à cette première échéance possible de réception des factures de grandes entreprises, celles qui utiliseront le format EDI et qui imposeront à leurs clients d'exploiter le format EDI devront passer par une plateforme PDP parce que la plateforme PDP sera la seule accréditée pour pouvoir convertir des formats, notamment de type EDI, vers un des formats du socle, par exemple, donc l'un des 3 formats proposés par l'administration fiscale, qui sont UBL, C2I, et le fameux FactureX. Donc voilà, automatisation de l'ensemble des saisies, évidemment, c'est tout l'intérêt. Et puis, la prise en compte de tous les flux importants. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de cas d'usage qui, mis bout à bout, amènent un certain nombre de scénarios. Il y en a plus de 120, je crois. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir les prendre tous en compte. C'est aussi d'être en capacité de donner de la visibilité sur la gestion des cycles de vie, des statuts de cycle de vie dans l'émission des factures. Il y en a 4 obligatoires. Esker s'est engagé à donner de la visibilité sur l'ensemble des statuts, c'est-à-dire statut obligatoire, statut recommandé et même des statuts facultatifs. Et puis la prise en compte des autres types de flux, je pense notamment à l'e-reporting. La connexion via un opérateur de dématérialisation, le fameux OD. Là, on est dans une logique, je dirais que l'OD est plutôt juste un connecteur en fait. Un connecteur, pourquoi? Parce que globalement, il ne va ne faire qu'émettre une facture vers un PDP. Ou émettre une facture vers le PPF ou pour le compte d'une entreprise. Donc, c'est plutôt orienté PME, sur des volumes de factures pas très importants, cette approche OD, parce que du coup, l'OD n'a pas la possibilité d'utiliser autre chose que les formats du socle, un des 3 formats dont je viens de parler. Il est très orienté finalement dans une approche de conformité aussi, avec la possibilité, là encore par contre, de gérer l'e-invoicing, mais aussi le e-reporting. Par contre, la charge de la responsabilité, cette fois, elle n'est pas côté opérateur de dématérialisation, elle est côté l'entreprise qui porte en fait l'ensemble de la responsabilité et notamment dans la gestion des cas d'erreur. Donc en fait, vous voyez, si on fait la comparaison entre les deux, la plateforme OD est plutôt une plateforme qui va apporter son assistance aux entreprises, mais dans les interactions notamment avec les PDP. Et dans le schéma en Y, on voit effectivement que pour communiquer d'une PDP vers une autre PDP, une OD peut intervenir sur le côté appro et une autre PDP peut intervenir également sur le côté réception, mais 2 OD ne peuvent pas communiquer entre elles. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, globalement sur les différents scénarios et les différents acteurs qui vont intervenir sur ce marché-là avec
il me semble en tout cas une réelle légitimité pour les plateformes PDP dans cet environnement-là. Et donc, comme l'a souligné Nicolas, je passe au slide suivant et donc c'est bien, on est bien dans cette, optique-là, dans l'offre Talentia, avec, qui bénéficie des technologies d'ESCAR et finalement, de l'immatriculation, PDP, qu'aura Esker, par la suite. C'est vraiment donc de proposer cette offre PDP la plus complète possible. C'est vraiment l'objectif finalement de mettre toutes les problématiques de côté et voilà, d'avoir les services, tous les services avec une seule solution. Donc c'est vraiment cet enjeu-là. Je pense que Nicolas l'a bien détaillé sur ce qu'est une connexion directe avec le PPF et tous les problèmes que ça peut avoir. Une alternative OD, mais qui finalement, on a des coûts cachés. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et donc la PDP qui apporte un maximum de services. La plus-value, bien évidemment, de l'offre Talentia vis-à-vis d'une autre PDP, c'est que Talentia AP, Talentia AR, respectivement pour facture client, pour facture fournisseur pardon, et facture client, c'est d'être totalement intégré avec Esker. Donc finalement, c'est un module, ce sont 2 modules qui sont créés, qui sont intégrés avec la plateforme Esker, une plateforme Esker totalement personnalisée pour Talentia, pour l'outil comptable Talentia. Donc c'est un plus évident puisque tout le travail d'interconnexion est fait. C'est évidemment maintenu totalement dans le standard. Donc c'est l'assurance d'avoir quelque chose qui fonctionne et avec un délai de mise en œuvre, bien évidemment beaucoup plus rapide, qu'avec d'autres solutions. Avec un archivage, à valeur probante, on l'a pas noté, mais c'est bien archivage à valeur probante, des factures qui est embarqué par défaut. Donc là aussi, pas de coûts cachés. On a le maximum de services qui sont embarqués et puis le petit plus quand même, un portail client et fournisseur qui permet, pour les tiers d'avoir, accès facilement, aux données, factures. Et puis, Esker est quand même assez, reconnu pour, son côté user friendly, donc avec une ergonomie, très sympa. J'espère je suis même sûr qu'on va bien le voir avec, Laurent après. Une visibilité en temps réel, des rapports, des indicateurs, une architecture cloud évidemment. Et puis un investissement important, ça c'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais un investissement important sur des technologies de pointe, notamment dans l'IA. Et donc ça, c'est l'assurance d'avoir une solution pour l'avenir. Et donc pour un petit rappel, de concrètement, finalement, qu'est-ce que ça me donne comme fonctionnalité? Alors, ce sont les principales fonctionnalités de Talentia APR, dématérialisation au sens, qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc avec du vidéocodage, des workflows, des applications mobiles que vous pouvez utiliser. Évidemment, réconciliation facture-commande, donc ça, c'est un petit peu ce qu'on connaît. Et puis, pour le futur, conformité à la réforme de la facturation électronique, évidemment, gestion de l'ensemble des flux, e-reporting, e-invoicing, de manière totalement native. Donc, on l'a indiqué, ce portail client et fournisseur dédié pour pouvoir avoir une communication la plus fluide possible avec vos tiers. La connexion universelle, c'est quoi? C'est une PDP, elle peut transformer n'importe quel format de fichier, enfin d'une facture, en format facture X, en tout cas un format admis par la réforme. Et c'est également une plateforme globale donc pour tous vos fichiers avec cet archivage à valeur probante, donc là c'est bien noté, d'une durée de 11 ans. Voilà, les 10 ans réglementaires plus la petite marge supplémentaire pour être sûr de ne pas passer à côté de certaines factures au niveau de cet archivage. Voilà pour les fonctionnalités. Quelques points de vigilance et je sais que Jean-Luc reviendra sur certains, donc je ne veux pas spoiler, mais ne négligeons pas toute la partie facture client. On a tendance à être très concentré sur la partie facture fournisseur. C'est là qu'on peut avoir beaucoup de gains en revoyant les process, en automatisant la saisie de facture. On a des enjeux qui sont très importants aussi pour le côté facture client. Pourquoi? Notamment sur les enjeux de déclaration de TVA et TVA sur encaissement. Et puis, quelle que soit la solution de facturation, il faudra bien fournir un des 3 formats du socle, facture X, C2I ou UBL, à part si vous passez par Talentia AR qui pourra convertir n'importe quel format de fichier
en l'occurrence en facture X. Également, point de vigilance sur le e-reporting. On a 4 types d'obligations. On a les cumuls de vente quotidiens en B2C, les données de facture de vente pour le B2B international, données de facture d'achat international hors import de biens et données d'encaissement sur facture ou vente à l'encaissement. Et donc maintenant, passons à la suite. Et donc je laisse la parole et le partage d'écran à Laurent. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais partager donc mon écran. L'objectif, c'est de vous faire une overview justement de cette solution. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait? Alors, donc cette solution, en fin de compte, vous voyez très bien, on arrive tout de suite dans le vif du sujet, si je puis dire. Eh bien, on voit tout de suite qu'on a vraiment un vrai dashboard de gestion des factures fournisseurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tout de suite sur des indicateurs, des KPI qui permettent vraiment de voir tout ce qui est en train de se produire, si je puis dire, en temps réel au niveau de l'ensemble des factures que l'on traite. Donc, on voit très rapidement qu'on a des notions de statut. Vous avez la volumétrie des factures au regard des différents statuts, comme par exemple des factures qui sont assignées aux comptables, des factures qui sont assignées aux approbateurs, des factures qui sont en attente de paiement, il y en a qui sont en erreur, enfin bref. Voilà, vous avez déjà quelque chose qui permet vraiment de suivre vraiment l'état d'avancement selon différents statuts de vos factures. Et là, on est bien sur des statuts qui sont pour l'instant, si je puis dire, hors PDP. Hein. On est vraiment déjà sur le process classique de la solution qui permet de différencier les différentes étapes d'avancement d'une facture dans un process global. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez effectivement la vision globale de vos factures qui est analysée selon différentes thématiques, aussi bien en matière de délai moyen de traitement par fournisseur, les factures payées à temps, les factures en temps d'approbation, etc. Donc tout ceci est rendu possible parce qu'il y a une intégration avec nos outils comptables qui retournent systématiquement l'état d'avancement, y compris dans tout le processus comptable. Donc, quand une facture est payée, on remonte l'information comme quoi la facture est payée, ce qui nous permet de savoir directement dans la solution les factures qui sont en retard ou les factures qui sont en risque de retard. Donc, ça, c'est un point important de pilotage. Et donc, ce que l'on peut dire également, c'est que ce qui alimente tout cet environnement de démat, c'est de la démat classique, les formats habituels, si je puis dire, que ça soit des factures papier que vous avez scannées, que vous intégrez ici, des PDF, des factures qui proviennent par mail. Donc, bref, vous avez un entonnoir au-dessus qui alimente ici directement ce flot de factures qui va tout de suite arriver dans ce dashboard et pour lequel vous devrez donc agir et récupérer et faire avancer faire avancer ces factures. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, vous pouvez faire un téléchargement one-shot comme ça, prendre un certain nombre de factures, les déposer. Mais ce que je veux rajouter également par rapport à ça, c'est que là, on est pour l'instant en dehors de la réforme. On a donc, comme d'habitude, des documents qui arrivent chez vous par lot ou bien à l'unité, et vous allez les intégrer ici. Il est évident que derrière, si on se projette un peu plus tard, quand la réforme sera opérationnelle, si je puis dire, eh bien, ce flux de factures va arriver par les PDP. Donc, elle va arriver par la PDP d'Esquerre. Donc, elle va être intégrée de la même façon ici. Donc, ça veut dire qu'on aura, premièrement, une période transitoire où on aura des factures qui seront issues dans les formats traditionnels, PDF, etc., et puis d'autres qui commenceront à arriver tout simplement dans un format réglementaire. Et puis à terme, eh bien, en tout cas pour le marché, si je puis dire, domestique, donc français, toutes les factures passeront dans un format réglementaire, mais vous aurez toujours peut-être des factures qui proviendront de l'étranger, qui seront toujours dans un format PDF, etc. Donc la mixité de ces deux formats, les formats dits classiques, et puis le format plutôt réglementaire, eh bien, vont continuer à perdurer bien au-delà de la réforme. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un point d'entrée unique ici
pour voir quelle que soit l'origine de la facture. On va donc tout traiter ici systématiquement. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va maintenant regarder un petit peu comment on traite une facture. Donc ici, j'ai 2 factures qui sont en attente au niveau de la compta. On va donc arriver ici tout simplement sur un process qui a été alimenté par de l'ossérisation. Je n'ai toujours pas, si je puis dire, de facture réglementaire encore intégrée. Et donc là, on est dans quelque chose, je veux dire, qui est déjà sympathique d'un point de vue visuel. On a toujours la facture pour l'utilisateur qui est très lisible, qui est d'origine PDF. Et puis de l'autre côté, on a vraiment un formulaire avec les différents champs de la facture possible. Et le système, tout de suite, mais il a reconnu de façon automatique tout simplement des informations, notamment le numéro de facture. Il suffit de cliquer ici, il vous dit, voilà, c'est le numéro de facture, je l'ai identifié ici. Donc déjà, c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas et également Bruno, c'est que Esker est vraiment doté d'une intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui se situe à 3 niveaux de reconnaissance d'informations. Donc, tous les mots-clés sont déjà identifiés et donc le système a la capacité de le faire de la recherche de texte. Mais après, il y a bien au-delà de tout ça, il y a une mutualisation multi-entreprise de la reconnaissance de factures qui permet, pour la première présentation chez vous d'une facture, cette facture, vous sachez qu'elle a déjà été identifiée dans une autre entreprise et donc vous aurez déjà beaucoup d'informations qui seront reconnues. Et puis enfin, vous pouvez aussi personnaliser l'apprentissage. Quand vous avez des cas particuliers, vous pouvez forcer une fois pour une facture d'un fournisseur et la prochaine fois, le sujet sera identifié automatiquement. Donc là, on est vraiment sur le cadre du formulaire, de la reconnaissance de texte, on appelle le classique. Maintenant, si on se projette dans, on va dire 1 an et demi, 2 ans peut-être, eh bien, les factures qui vont arriver également, depuis une PDP, tout simplement, donc la PDP d'Esker, la facture va arriver ici. Il n'y aura pas d'effet d'ossérisation puisque les données seront structurées. Donc, nécessairement, vous aurez ici, tout simplement, le formulaire qui sera automatiquement préalimenté puisque les données sont connues, elles sont structurées, et donc vous aurez sur la partie gauche un formulaire, bien évidemment, qui sera pré-rempli. Maintenant, sur la droite, si c'est du FactureX, on va retrouver le PDF, puisque le FactureX, il a cette particularité de porter les deux, l'image de la facture pour l'utilisateur et l'autre côté, la partie structure de données. Et vous allez me dire, mais quid des 2 autres formats? Eh bien, l'UBL et le LC2I, là, effectivement, on ne va pas vous amener un XML à vos utilisateurs pour essayer de comprendre le contenu de la donnée. En fin de compte, dans la définition de la réglementation, il est donc imposé, si je puis dire, au PDP et à la PPF de reconstituer pour ces 2 formats l'image d'une facture standard. Donc, au niveau des plateformes, il y aura donc l'obligation de définir tout simplement un format pour récupérer toutes les données présentes dans le fichier XML structuré afin que l'utilisateur puisse s'y retrouver comme il a l'habitude de faire avec avec les factures qu'il reçoit. Donc, il aura également ici, à cet endroit-là, sur la partie droite, une représentation utilisateur de la facture. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, il y a vraiment une continuité et surtout qu'on va avoir le traitement des factures, quelle que soit leur source, format classique ou bien format réglementaire, vous aurez toujours le même traitement. La différence, c'est que vous aurez peut-être plus d'informations alimentées dans la partie gauche sur un format, entre guillemets, irréglementaire, que ce soit C2I, UBL ou FactureX, mais indépendamment, le process après sera le même. Alors, quand on est ici, premièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit se satisfaire du pied de facture et on comptabilise un pied de facture dans la compta. Donc, nous, Talentia AP est complètement intégré à notre compta. Ça veut dire que quand on comptabilise ici, on va vraiment générer une facture, entre guillemets, partielle, puisqu'on n'aura que le TTC. Si, par exemple, on veut rapprocher les factures avec des engagements de dépenses, et bien donc, on peut tout à fait envisager ça dans la compta. Mais on peut aussi, directement ici, saisir la totalité. Donc, vous avez ici toute une partie de saisie de poste qui me permet de saisir mes comptes généraux, mes centres de coûts, donc toute la partie analytique. Tout ça, bien évidemment, nous, on a fait vraiment une intégration forte avec Esker. Ça veut dire que
vraiment notre produit comptable est complètement connecté à Esker. On a donc accès à la totalité de notre référentiel comptable. Donc, les comptables peuvent tout à fait travailler à ce niveau-là, d'accord, pour pousser automatiquement dans la compta une facture complète, bien évidemment. Il y a ce que l'on appelle également toute une partie de workflow qui permet de déterminer un ensemble de processus pour justement valider ces factures sur plusieurs niveaux si cela était nécessaire. Dans tous les cas de figure, ce workflow, il va finir par envoyer également une information dans la compta pour dire cette facture, c'est bon, elle est bonne à payer, on peut y aller. Et donc, après, c'est la compta qui prend le relais pour déclencher les paiements. Donc, tout ça, c'est quelque chose vraiment qui est complètement intégré et qui permet, de fluidifier tout le cycle de vie d'une facture. C'est également intéressant de préciser que toute cette partie de workflow, il en était parlé un tout petit peu avant, dans les slides, c'est qu'il est possible éventuellement sur des responsables de département, par exemple, de ne pas devoir se connecter directement à cette application pour donner leur validation, mais ils peuvent avoir une application sur leur téléphone. Ils vont recevoir une notification comme quoi ils ont une facture à valider, ils pourront le faire directement depuis leur téléphone. Donc ça permet de déporter sur des périphériques beaucoup plus light, tout simplement, les actions à mener par les différents intervenant dans tout le process d'une facture. Donc ça, c'est un point très important qui est important de noter. Voilà. Bon, après, il y a d'autres éléments que je trouve aussi très bien. Il est également possible, par exemple, d'ouvrir une conversation interne, ce qui permet de dire, tiens, là, je ne sais pas trop quelle imputation comptable je dois positionner. Vous ouvrez une discussion, vous choisissez une personne. Voilà, donc vous ouvrez vraiment quelque chose de collaboratif au sein de la facture. Donc voilà, ça donne vraiment de la fluidité dans le traitement de vos factures. Dans le contexte où effectivement il vous manque une information, mais l'objectif c'est d'avoir un maximum d'informations de façon automatique pour vraiment limiter l'intervention de vos collaborateurs. Alors quand on revient ici, ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement là on échange sur les statuts, vraiment les statuts de la facture classique, mais si on se projette avec la notion de PDP, on aura évidemment tous ces statuts qui vont venir s'ajouter, comme par exemple le refus d'une facture, le bon à payer va remonter, c'est déjà le cas, mais après un règlement partiel. Donc il y a beaucoup de statuts, comme le disait tout à l'heure Nicolas, et ces statuts-là vont enrichir ce dashboard qui va permettre effectivement aux acteurs qui sont inclus dans tout le process des factures fournisseurs, de voir vraiment l'état d'avancement de façon générale et puis plus finement à l'unité. Ce qui a été dit tout à l'heure également, et qui pour moi est important, c'est aussi une capacité d'offrir, entre guillemets, un portail pour vos fournisseurs. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs ont déjà, avec Esker, ont donc la possibilité de se connecter pour regarder l'état d'avancement de leur facture. Voir si la facture a été reçue, s'il y a eu le bon à payer qui a été positionné, si effectivement il y a eu un paiement qui a été déclenché, etc. Et donc, ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver vraiment dans une gestion du flux des factures qui vont permettre une fluidité, et puis les concernés, notamment les fournisseurs qui attendent d'être payés, avant tout, ça va leur permettre d'avoir l'information à n'importe quel moment sans pour autant solliciter votre service. D'accord ? Donc ça, les coups de téléphone est-ce que vous pouvez me dire si ma facture a été payée ? Non, allez sur la plateforme, vous aurez l'information. Voilà, j'étais assez rapide, mais je pense que c'est important de vous donner cet éclairage-là, c'est-à-dire par rapport à ce qui existe, si on se projette avec l'évolution réglementaire, l'intégration de la plateforme PDP sera vraiment complètement intégrée à cela, et je pense que c'est une très bonne chose que vous pourrez gérer aussi bien dans la période transitoire, quand vous aurez les deux, et même au-delà, toujours avoir quelque chose d'unique, d'accord, pour traiter vos factures qui seront soit dans un format réglementaire, soit dans un format plus classique, notamment avec les fournisseurs qui sont à l'étranger. Voilà. Ça tombe bien parce que c'était une des questions qui était posée dans le chat tout à l'heure, notamment par rapport à l'e-reporting, mais justement sur la manière de processer des factures en dehors de la pure logique d'e-reporting.
Et donc Bruno y a répondu de toute façon, et c'était effectivement cette logique d'utiliser un outil multicanal qui permette de gérer en entrant comme en sortant finalement tout type de facture. Et tu l'as très bien dit aussi d'ailleurs, dans le cadre de la réforme, mais aussi dans le cadre de cette période transitoire, voire au-delà de cette période transitoire, parce qu'on n'a pas que des flux internes et nationaux. Il y aura effectivement la logique d'avoir besoin de continuer à processer des flux internationaux, et du coup, cette solution-là, elle est faite pour répondre à l'intégralité des flux qui vont transiter dans l'entreprise. Merci pour cette présentation. Je reprends la main. Je pense que vous voyez mon écran. OK, eh bien, je passe la parole à Jean-Luc. J'ai essayé de répondre autant que possible aux questions dans le chat puisqu'on est un petit peu en retard. Donc voilà. Donc pas de problème, Jean-Luc, prends le temps pour ta partie. C'est à Voilà. toi. Merci Bruno. Bon voilà, donc le sujet, c'est de vous faire un retour du terrain, puisque on dialogue régulièrement avec des directions financières, des responsables, etc., des responsables comptables. Donc mon job, ça va être en quelques minutes de vous faire un retour sur les réflexions de ces directions financières sur le terrain, c'est-à-dire un retour sur ce que vous pensez en fait, parce que je pense qu'autour de la salle, il y a effectivement des DAF. Donc si je vous dis quelque chose qui vous interpelle, surtout parlons-en, parce qu'on sera ravis de pouvoir étudier les sujets avec vous. Et si je vous dis des choses qui ne vous interpellent pas, je dirais parlons-en aussi, parce qu'on peut toujours progresser. Alors, ce qu'on observe quand même, c'est sur le terrain, c'est que, grosso modo, cette nouvelle législation, c'est beaucoup de contraintes. Voilà, il y a un nouveau réglementaire, on prend tranquillement le chemin de l'hyper-contrôle avec l'État. Donc, c'est pas très drôle. Il y a une transformation qu'il faut mener, il y a un projet à faire quand on n'est pas déjà dématérialisé. Et donc, forcément, on envisage ça pas forcément de bonne humeur. Et si on ajoute le fait qu'il y a une raréfaction des ressources comptables, ça c'est un sujet qui nous est remonté quand même régulièrement de la part des directions comptables. C'est difficile en fait de recruter aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile. On se dit que finalement, ça peut être une bonne opportunité, au-delà du fait de répondre à la nouvelle réglementation, au-delà du fait de dématérialiser en fait ces flux de factures entrantes et sortantes, on a une bonne réponse en fait avec ces nouveaux processus, ces nouveaux automatismes pour répondre à la raréfaction de cette ressource, puisqu'on va pouvoir créer plus d'automatismes, avoir du retour sur investissement, sécuriser sa donnée et faire évoluer les équipes qui restent, qui sont toujours en place, vers plus de controlling et un peu moins de tâches comptables stricto sensu. Alors, tout ça pour dire que finalement, les retours qui nous sont faits, c'est de dire il faut quand même se préparer. Et avant de choisir, on va passer à la slide suivante, avant de choisir son PDP, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire d'ores et déjà sur les systèmes actuels, puisqu'on voit bien que ces nouvelles évolutions vont impacter le transactionnel, c'est très important. Donc, on va être sur du transactionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le transactionnel de type facture? Premier sujet, il y a les référentiels. Travaillons avec nos équipes, essayons de regarder comment est-ce qu'on peut optimiser nos référentiels. Par exemple, un fichier tiers, il devra communiquer avec le PPF. Est-ce qu'il est bien syrétisé? Si on est un groupe, c'est l'occasion aussi, puisqu'on va travailler sur le sujet, de se dire, voilà, est-ce qu'on n'a pas des sujets sur notre fichier tiers qu'on pourrait optimiser, comme par exemple la sécurisation des données sensibles de type coordonnées bancaires, etc., comme par exemple la notion d'unicité quand on est un groupe et qu'on a plusieurs systèmes comptables, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler sur les référentiels, à minima pour répondre à la demande réglementaire, c'est-à-dire d'avoir un fichier complété et juste, et puis pourquoi pas plus, et sachant que la réponse outil, on sait faire, on sait mettre en place des workflows de création, de modification de tiers qui peuvent permettre justement de cadrer ces référentiels. Voilà. Deuxième sujet, ce sont les lettrages. Alors, les lettrages, donc tout le monde lette sa compta, peu ou prou. Et demain, il faudra le faire plutôt plus que moins, puisque dans le cadre du e-reporting, on va nous demander de remonter des informations parfaitement cadrées.
Et on observe que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, si on peut réussir à simplifier en fait la mécanique de lettrage, parfois il faut jouer à saute-mouton, les schémas d'écriture, si vous voulez, pour relier un fait générateur facture avec un fait règlement, sont parfois complexes. Et on va avoir, avec les notions de lettrage partiel, d'avoir, d'acompte, etc., plus les OD de lettrage, on va avoir une vraie complexité en fait pour remonter les inforèglements dans le cadre du e-reporting. C'est pas l'État en fait qui va nous demander, c'est pas l'État qui va lettrer en fait, c'est nous qui devons faire. Vous les utilisateurs et nous les éditeurs, on doit vous fournir une solution pour répondre de la meilleure façon possible à cette nouvelle exigence. Voilà. Donc si on peut commencer à faire ça, c'est bien. Moi, je rencontre parfois des comptabilités qui ne sont pas forcément lettrées. J'ai même rencontré dans le monde coopératif des comptabilités qui n'étaient pas lettrées du tout parce que c'était trop complexe. Donc, on se débrouillait pour faire un déclaratif de TVA sur des positions mensuelles par taux de TVA, vous voyez. Bah, demain, tout ça, ce sera plus possible. Et sachez que dans les outils, s'il y a des utilisateurs de Talentia Finance ou Talentia Accounting, on a vraiment une mécanique de lettrage avec des automatismes qui existent. Parfois, les clients n'en ont plus conscience parce que la solution a été démarrée il y a longtemps. Bon, bah, c'est l'occasion de revisiter ça. Et ce sont des choses qu'on peut faire tout de suite, en fait. On peut tout de suite mobiliser ces équipes sur ces questions-là, le référentiel et le lettrage. Et le troisième sujet, c'est l'analytique, évidemment, parce que l'analytique au niveau transactionnel va quand même pas mal arriver au niveau facture, dans une comptabilité. Et si à un moment ou un autre, alors là, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est vrai que c'est le moment, comme il va falloir redessiner en fait toute partie en fait des flux entrants et des flux sortants, eh bien c'est le moment de se poser la question de l'analytique si on n'est pas très fier de toute ou partie de sa structure transactionnelle. Je m'explique, très souvent, chez certains comptes, on compense beaucoup dans les reporting. On manipule de la donnée dans la BI, on va faire pas mal de choses, etc. Et on compense en fait une base transactionnelle qui n'est pas forcément la plus complète, la plus fine ou la plus proche du métier. Donc, si vous savez que dans vos organisations, il y a de l'optimisation à faire, bah, c'est le moment, en fait, de saisir. Et on a des DAF qui disent, bah, voilà, moi, j'ai une belle échéance. Et ça va être le moment pour moi, en fait, d'optimiser mon système d'information transactionnel financier pour faire tout un tas de sujets que je n'ai pas pu faire parce que j'avais des contraintes, etc. Et là, j'ai un bon argument. J'ai cette nouvelle réglementation et c'est le moment de s'y pencher. Donc, sur l'analytique, par exemple, on peut se séparer de vieux usages. Par exemple, si vous avez un plan de compte ou des comptes de charges ou de produits, qu'on prenne de l'analytique, bon, bah, c'est le moment d'éclater tout ça, en fait. La règle de l'art, on le sait, un champ, une donnée, dans une base de données relationnelle. Bon, bah, c'est le moment de faire ça. Si vous avez de l'analytique concaténée, c'est le moment de faire ça. Et si votre produit comptable vous l'impose, c'est le moment de se poser la question aussi d'en avoir un qui soit un petit peu plus performant. En tout cas, avec nos outils chez Talentia, vous verrez qu'il y a une comptabilité analytique assez puissante. C'est en tout cas ce qui est reconnu régulièrement lors des benchmarks qui sont animés notamment par le CXP. Voilà. Donc, des petits sujets très concrets, en fait. On se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour préparer voilà, un travail sur les référentiels, un travail sur le lettrage, et puis peut-être une optimisation de son analytique au niveau transactionnel. Et si on place sur la dernière slide, ce qu'on peut retenir, c'est peut-être notre préco, c'est de se dire, voilà, ce qui va être très important pour tout le monde, ça va être le choix du couple PDP, ERP financier. On parle vraiment d'un couple, puisqu'on voit bien le niveau d'intégration, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit, c'est très important. Donc à la fois, il faut une maturité des acteurs, plutôt des acteurs qui sont là depuis longtemps. Évidemment, les plateformes de dématérialisation, plus elles sont installées sur le marché, plus elles ont des chances d'être PDP, plus elles sont matures aussi sur la veille réglementaire, et puis bien veiller à la nature du partenariat. C'est très important, c'est-à-dire que si vous choisissez un PDP avec un ERP financier qui ne se parle pas beaucoup, qui vous bâtisse une interface, et on verra demain pour la maintenabilité, c'est le genre de sujet qu'il faut fuir. Essayer d'embarquer un couple PDP et ERP financier qui soit vraiment lié à tous les niveaux, au niveau commercial, au niveau R&D, au niveau delivery,
Et c'est ce qu'on fait avec Esker. Voilà. Donc un engagement aussi sur l'interopérabilité. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Jean-Luc. Désolé, on a dépassé un tout petit peu. On a été très bavard, surtout au début, mais on a essayé de répondre aux questions dans le chat. Je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on pourra terminer, ce webinaire. Merci beaucoup encore une fois. On espère que ce webinaire vous a apporté pas mal de réponses à vos questions, vous y avez trouvé beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à le noter, hein. Je crois que vous avez la possibilité de le noter, donc allez-y. Tous les retours sont bons à prendre. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci Bruno. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous et bonne fin de journée.